Mes frères, je vous ai réunis en ce jour dans le cadre d'une discussion inquisitoriale. L'affaire qui nous réunit est d'importance, tant j'ai été tourmenté par la lecture du dernier ouvrage de Carol Five, Tenir jusqu'à l'aube. Je pense que notre ordre doit se montrer de la plus grande fermeté envers cet ouvrage et statuer rapidement sur le sort de son auteur. C'est pourquoi, frère Ralph, frère Martial, je vais avoir besoin de vos lumières pour prendre une décision à ce sujet. Frère Martial, présentez-nous rapidement l'ouvrage, je vous en prie. Mes bien chers frères, et vous, auditeurs ébahis à l'avance par la rosserie étourdissante et l'érudition encyclopédique des trois poids lourds de la pensée ici réunis, il me faut d'abord et avant tout vous lancer un sévère avertissement, nous allons spoiler comme des gorées. D'une part parce que c'est indispensable pour aller au fond des choses, et d'autre part parce que, contrairement à nombre de commentaires dithyrambiques de l'œuvre que nous nous apprêtons à critiquer de façon fine et nuancée, nous avons effectivement lu Tenir jusqu'à l'aube de Carol Five. Nous l'avons lu de bout en bout, pas seulement la quatrième de couve et deux ou trois bonnes pages envoyées par l'éditeur, et nous avons fait cela pour vous, dans un esprit de charité, de sacrifice et d'amour du prochain, afin que vous n'ayez pas, amis auditeurs, à vous imposer une telle épreuve. Que les quelques âmes égarées qui envisagent éventuellement de lire ce livre, voire pire, de l'acheter, et qui nous écoutent peut-être, prennent donc garde, la présente émission dévoilera bien des ficelles de l'histoire. Enfin, quand je dis ficelles, c'est façon de parler. Là, c'est au minimum du cortège de marine. Quand je dis histoire, c'est façon de parler aussi le scénario complet tenant sur un post-it. Oui, bref, nous spoilons, frère Martial, nous spoilons. Voilà, trêve de propos aussi oiseux que liminaires, venons-en aux faits. Tenir jusqu'à l'aube, donc, nous présente une jeune femme célibataire, maman d'un gamin de 2 ans dont le père a disparu. On ne saura jamais pourquoi ni comment, mais le fait qu'il n'est pas là, qu'il est parti. Elle vit dans un appartement trop cher, mais qu'elle ne veut pas quitter. Gagne très médiocrement sa vie avec un boulot de graphiste freelance pour lequel elle n'est visiblement pas bien douée, et elle a bien des malheurs. Pas d'argent, pas d'amis, une famille réduite à son seul père dont elle ne souhaite pas qu'il soit trop présent. Une jeune mère isolée, donc. L'ensemble de l'intrigue se résume à quelques événements. Elle colle un procès au papa du gosse, elle demande un HLM, elle obtient un contrat pour la mise en page d'un catalogue. Entre-temps, elle glande sur les forums Doctissimo et se crée un compte à Doctomec ou Tinder, sur lequel elle met des photos d'elle avant la grossesse et ne précise pas qu'elle a un enfant. Et surtout, comme la pauvre, elle a besoin d'air. Dès que le gamin dort, elle sort et part se balader en ville et écumer les bars. Un soir, et attention, c'est là le moment suspense de toute l'histoire, donc le méga spoiler arrive. Un soir, donc, alors qu'elle se livre à ce petit manège depuis des mois déjà, quand elle revient chez elle, il y a les flics devant l'immeuble. Pendant environ 2 lignes à 2 lignes et demie, on se demande si c'est pas parce que le gamin a été découvert seul et abandonné dans son appartement en pleine nuit. Mais en fait, non. C'est le voisin, un flic également, et surtout un sale mâle blanc, cisgenre, hétéropatriarcal et oppressif, qui vient de tuer sa femme, comme le font tous les sales mâles blancs, cisgenres, et hétéropatriarcaux et oppressifs, un jour ou l'autre, c'est bien connu. Tout est donc bien qui finit bien. Elle a obtenu un job, elle va emménager dans un appartement moins cher, elle s'est tapé quelques mecs au passage, et surtout, le fait qu'elle abandonne son enfant en pleine nuit n'aura aucune conséquence. Pas plus judiciaire que pour l'équilibre de l'enfant, tout va pour le mieux. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ces 200 pages, si ce n'est de temps à autre des copier-coller de discussions de forums ou de pages Facebook, et surtout, tout au long de la narration, des pages et des pages de complaintes, de chouineries, nous expliquant que sa vie est vraiment trop dure, est trop injuste, et que c'est bien difficile, et que décidément, les mecs, tous les mecs, de son père à son ex, des hommes qu'elle croise en train à ceux qu'elle drague sur Tinder, ont décidément la belle vie, eux, et que ce sont des salauds. Le roman file la métaphore de la chair de Monsieur Seguin. Comme Blanquette, l'héroïne tire sur la corde, on veut toujours un peu plus. Sauf que chez Daudet, Blanquette finit par se faire bouffer par le loup, alors que chez Carol Five, non. Il n'y aura pas de punition pour l'imprudence du personnage. La vie, c'est open bar. Donc voilà pour l'histoire et pour les spoilers. Comme vous pouvez le constater, c'est du sérieux, c'est du lourd. Je laisse la parole à mon camarade Ralph pour une première critique de tout cela. Eh bien, bravo pour ce résumé martial. Je ne crois pas que j'aurais réussi à faire mieux. Je dois confesser au frère Moss et au frère Martial que j'ai été tourmenté de la même manière que à la lecture de cet ouvrage abominable. Les affres ont été tels qu'ils se sont manifestés par des douleurs physiques, voire des spasmes parfois. Ça a été une épreuve, un chemin de croix et 197 pages absolument interminables.
Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, messieurs, à la lecture de ce livre, il existe un fil conducteur, un leitmotiv, et comme l'a très bien souligné Martial, il s'agit de la fable de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. Qu'est-ce que la fable, qu'est-ce que la chèvre de Monsieur Seguin? C'est l'histoire d'une petite chèvre éprise de liberté et qui va fuir. Elle refuse la confortable sécurité et captivité que lui offre Monsieur Seguin et elle s'enfuit dans les montagnes où elle se fera dévorer par le loup. Évidemment, l'auteur s'identifie à cette petite chèvre et elle s'identifie de plusieurs manières. Alors j'ai trouvé plusieurs grilles de lecture de cette histoire. La première, c'est évidemment les fugues. Elle est dans un huis clos maternel avec son enfant et elle s'enfuit pour aller faire la tournée des bars. Ça, c'est la première grille de lecture. C'est également une freelance, donc qui est libre dans son travail, qui fuit le salariat. Et c'est également une femme libre, une femme féministe, une femme qui porte le monde à bout de bras. Alors, de sa liberté, eh bien, elle en tire évidemment de l'insécurité dans sa vie personnelle, du danger. On la voit se battre, on la voit se débattre. Elle est cette petite chèvre dans la montagne, libre. Et le loup, c'est la solitude, c'est la précarité, c'est l'insécurité et c'est surtout le regard des autres. Il y a dans le livre un personnage, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais c'est sa voisine, qui est en quelque sorte son inverse mimétique. C'est une femme mariée avec un policier. Et donc, par analogie, cette femme est la chèvre captive, celle qui a renoncé à sa liberté. Et coup de théâtre, à la fin, elle meurt sous les coups de son mari. Et donc, in extremis, Carole Five retourne la morale de la fable de Daudet, parce que elle, la femme libre, finit par s'en sortir et la femme captive meurt. C'est mauvais, c'est atrocement mauvais. Deuxième aspect du livre, tout aussi mauvais, c'est la place de l'homme. On apprend donc que l'homme est parti sans explication, sans raison, et tout cela symbolise évidemment la démission de l'homme irresponsable, insensible, et par cette pirouette narrative, eh bien, Carole Five s'épargne la réflexion sur la dimension politique, sociale, anthropologique de la mère célibataire, de la mère seule. C'est très simple, l'homme est parti et la femme, la mère courage, Cosette, porte seule le monde à bout de bras. C'est vraiment un livre de hamster. Alors moi, j'imagine, si vous voulez, la lectrice de base, la névrosée, la mère célibataire, l'hystérique, qui va lire ces pages et ça va surtout pas la bousculer. Le message, le fond du message, c'est « Vous êtes formidable, surtout, ne changez rien ». Là aussi où c'est très drôle, c'est que le seul homme qui assure dans le livre, c'est le père de la narratrice. Et là aussi, je crois que c'est inconscient parce que rien n'est maîtrisé dans cet ouvrage. Le père, donc, qui est l'homme d'avant, hein, le père patriarcal, c'est le seul qui assume ses responsabilités, c'est le seul qui va l'aider un tout petit peu. Et à un moment, il se permet de lui faire une remarque sur l'éducation qu'elle donne à son fils. Il la trouve un peu trop laxiste, en gros, et elle l'envoie chier en lui disant, en gros, hein, parce que je ne fais pas de citation du livre, je ne veux pas lire à haute voix ce livre. Elle lui dit en gros, ton éducation à l'ancienne, c'est de la merde. J'élèverai mon enfant comme je l'entends. On retrouve là le thème de la chèvre qui veut être libre. Et donc, voilà, hein, le patriarcat, au revoir. Il n'y a aucune remise en question, aucune réflexion. Donc là encore, c'est mauvais. Elle passe à côté de tout ce qui aurait pu être intéressant sur la crise des relations de femmes, sur le patriarcat. Elle élude cet aspect, elle l'évacue alors que c'est la seule chose qui aurait pu être intéressante sur le thème de la mère célibataire. Autre aspect raté, je suis désolé messieurs, je m'éternise un petit peu, c'est la précarité et l'isolement. Donc elle nous dépeint le portrait d'une femme pauvre et seule. Ce sont évidemment des thèmes passionnants qui ont nourri la littérature. Le problème, c'est que sa précarité, on n'y croit pas une seule seconde. D'abord, elle garde un appartement
trop grand pour elle pendant 2 ans qu'elle est censée ne pas pouvoir se payer. Or, si l'un de vous a déjà été précaire, vous savez bien qu'on ne peut pas garder un appartement qu'on ne peut pas payer. Donc, je ne sais pas par quel miracle elle réussit ce prodige. Il n'y a aucune anecdote croustillante ou vraisemblable sur le manque d'argent, la galère, la débrouille, les fins de mois. On sent qu'elle n'est pas du tout dans un sujet qu'elle maîtrise. Tout ce qui est Lidl, EcoPlus, rapiécer des chaussettes, c'est pas du tout son univers. Et sur l'isolement, c'est la même chose. Aucune des interactions de l'ouvrage n'est vraisemblable ou n'est réaliste, que ce soit avec l'avocat, le pédiatre, l'huissier, ses amis du forum. Tout est absolument mauvais à mourir. Donc là encore, c'est raté, c'est nullissime, c'est douloureux tellement c'est nullissime. Je passe sur toutes les incohérences du livre, mais il y a une autre incohérence que j'aimerais quand même souligner à la fin. C'est un gros problème de temporalité entre l'âge de l'enfant. Alors, le père est censé être parti quand l'enfant avait 1 an, mais l'enfant s'exprime déjà à un âge où il ne devrait pas être censé s'exprimer, comme s'il avait des véritables souvenirs de son père, alors que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même sur cet aspect de la temporalité la plus élémentaire, elle n'a fait aucun effort. On a vraiment l'impression qu'elle a chié sa bouse. Elle a chié son truc et ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, si vous voulez, le seul intérêt qu'on peut trouver au livre, c'est un intérêt malgré elle. Si vous voulez, si vous faites écrire une histoire à l'idiot du village, eh bien, ça va vous renseigner sur la manière de penser de l'idiot du village et en extrapolant sur la manière de penser de tous les idiots du village. Et ben, ce bouquin, c'est un peu pareil. C'est un plongeon dans le vide abyssal de la femme névrosée post-moderne. Je ne peux pas aussi faire l'impasse sur l'aspect charge mentale du livre, et je terminerai là-dessus. Pour Carol Five, tout est corvée. S'occuper d'un enfant, c'est vraiment être bobonne, et c'est la seule chose qu'elle a approfondie dans son livre, c'est une énumération de tâches ménagères absolument interminables. Voilà, et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'elle a remporté des prix littéraires, elle est en lice pour le Médicis, et je trouve ça, messieurs, absolument inacceptable. Merci beaucoup, frère Ralph, pour cette critique très constructive. En ce qui me concerne, je vais être franc, bien que le titre « Tenir jusqu'à l'aube » ressemble vaguement à celui du grand roman qu'est « Voyage au bout de la nuit », il ne faut pas s'y méprendre. Il n'y a ici ni l'éclat d'écriture, ni l'action qui mérite ce titre héroïque. L'ouvrage tient du chef-d'œuvre de la recherche intérieure qui caractérise trop souvent l'écriture féminine, une sorte d'éloge larmoyant à la maman solo. Pour ce qui est de la forme, de bout en bout, le livre dégage une platitude d'écriture hypnotisante de médiocrité. On enchaîne des poncifs éculés, des clichés usés jusqu'à la corde et des formules creuses de romans de gare, à la manière dont un enfant ferait un collier de macaroni pour la fête des mères. Et comme s'il recevait un collier de macaroni, le lecteur d'ailleurs se partage entre apitoiement et déception. Du côté du style, il est inexistant, vide et creux. Pas la neutralité brillante d'un Michel Houellebecq, plutôt le lancinant bavardage d'une femme qui se parlerait à haute voix pour se rassurer en l'absence de son mari. Un témoignage amphigorique d'existence qui passe par la litanique répétition de l'insignifiant. Je vais lire, parce que frère Ralph ne veut pas le faire. Elle allume la bouilloire, cherche une tasse propre dans le lave-vaisselle. Elle a 1 heure devant elle, 1h30. Elle se souvient qu'il y a encore une lessive à étendre, puis la vaisselle à ranger, des messages urgents qui l'attendent dans sa boîte mail. Elle veut mettre France Inter, mais un CD pour enfants est resté sur le lecteur, et l'air de la famille tortue qu'on n'a jamais vu retentit à travers tout l'appartement. Malheureusement, ce vide quotidien de l'héroïne déteint sur le livre, qui ne parvient jamais à se hisser au concept et qui en reste toujours au ressenti, à l'immédiat. Les rares moments d'élèvement, et encore, viennent d'extraits de forums internet. Oui, j'ai bien parlé d'élèvement pour un extrait de forum internet, c'est vous dire. Internet qui est finalement la seule porte ouverte sur une altérité ignorée par l'auteur, le monde extérieur ne venant que rarement s'immiscer dans cet interminable et incompréhensible huis clos de la mère et de son fils.
Pour donner un peu de substance au personnage, l'auteur plonge aussi dans le misérabilisme à bas coût, le tire-larme discount, du pathos au kilo, à la tonne, pour dramatiser une situation qui n'a rien de dramatique. Sur le fond, Tenir jusqu'à l'aube est tout aussi mauvais, surtout parce que les préoccupations du livre sont à peine meilleures que le minable personnage principal, personnage auquel le lecteur d'ailleurs aura de la peine à s'identifier. À quoi s'intéresse-t-on ? À une femme dont on ne sait finalement rien, à son manque d'argent tout relatif, à son fils qui semble être une insupportable charge mentale, à son boulot ou plutôt ce qu'il en reste, et à ses pulsions vaginales qui lui réclament un peu de plaisir pour se changer les idées et croire encore un peu à l'éternelle jeunesse. Condensé des temps forts du livre, le père de l'enfant est parti, mais il va revenir, n'est-ce pas ? On ne saura jamais pourquoi il est parti, gageons que c'est un salaud de plus et qu'une autre femme lui aura fait tourner la tête. Il finit par réapparaître, et pire, l'enfant aime son père. Vraiment, quelle ingratitude! Au lieu de s'enthousiasmer qu'une relation père-fils puisse se mettre en place, la mère se montre simplement jalouse, de manière minable. La mère, qui n'obtient pas de place en crèche, elle se sent seule. Que ne s'arrange-t-elle pas avec d'autres mamans au parc de jeux pour faire garder son chérubin ? Elle n'ose pas demander, sans doute, de peur de se faire rejeter. Le pédiatre la fait patienter. Vraiment, c'est inadmissible. Son appartement est trop grand, elle doit en changer. Vraiment, la vie est terrible pour elle. Son travail ne rapporte pas assez. Oui, mais elle doit bien faire sa lessive. Vous comprenez, donc elle n'a pas le temps de travailler. Elle veut rencontrer un homme nouveau pour draguer et pour avoir encore quelques illusions de séduction. Mais draguer avec un enfant, ce n'est pas si facile. Qui l'aurait cru ? Le livre ne progresse pas. C'est un ressassement, une interminable et répétitive complainte de la maman solo. Quotidien présenté comme héroïque, alors qu'il s'apparente à du pur égoïsme. Personnage présenté comme courageuse, alors qu'elle se cherche des excuses en permanence. Comme Don Quichotte, notre héroïne semble se battre contre des moulins à vent. Mais à l'inverse de Don Quichotte, son auteur la flatte dans ce rôle absurde. À vouloir dépeindre avec lyrisme les misères minuscules de la mère courage moderne, l'auteur finit par nous inspirer un insondable dégoût pour la femme contemporaine, irresponsable chialeuse qui triomphe dans son roman. En conclusion, Tenir jusqu'à l'aube est un livre pour rien, une introspection nauséeuse, du feel-good à pas cher. Pour les valeureux qui auront décidé d'en feuilleter les premières pages, Tenir jusqu'à l'aube, ce sera surtout tenir jusqu'au bout, tant l'indigence stylistique et intellectuelle du livre donne envie de le refermer. Frère Martial, avez-vous quelque chose pour la défense de cet ouvrage ? Absolument, absolument. Car si, mes frères, je vous retrouve sur bien des points, je m'en vais néanmoins prendre la défense de cette œuvre. Quand j'ai commencé la lecture de Tenir jusqu'à l'aube, je partais avec un mauvais a priori. En effet, Slate avait aimé, Télérama aussi. Je me disais donc que ça allait nécessairement être gratiné. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne s'agit là que d'indices partiels. Gardons-nous de tout jugement hâtif. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est appréciée par Slate, Télérama, le HuffPost ou Mademoiselle que c'est forcément de la merde. En effet, des malentendus sont possibles et des collaborateurs de ces éminentes publications peuvent très bien avoir accidentellement apprécié un ouvrage, par ailleurs de qualité, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'ils n'ont pas tout compris, parce que c'est un peu trop subtil, ou un peu trop profond pour eux. Et je pense qu'en l'espèce, c'est le cas. A priori, on pourrait en effet croire qu'on a là un bouquin destiné, disons, comme lectrice idéale, une étudiante en lettres pas très futée, qui connaît rien à la vie, mais bardée de certitudes, et tweet à bas le patriarcat et fuck le capitalisme, à partir de l'iPhone dernier cri que papa vient de lui offrir. Mais ça, c'est que la surface des choses. Car non, le livre n'est pas seulement une longue auto-justification destinée à apitoyer le lectorat et à l'amener à soutenir les choix de vie discutables d'une mère célibataire stupide, indigne, maltraitante et irresponsable, en la faisant passer pour une héroïne des temps contemporains. Pas du tout. En réalité, nous avons affaire à une critique féroce de certaines tendances actuelles. Car qui, je vous le demande, qui croirait un seul instant à un portrait aussi caricatural ? Qui croirait à cette jeune femme sans amis, en rupture avec sa famille, sans contact avec la famille du père de son enfant ? Cette jeune femme qui, graphiste en 2018, ne connaît rien au web design et ne profite pas de ses périodes d'inactivité pour s'y former. Alors, étant graphiste moi-même et ayant été dans la même situation qu'elle, je précise que ne pas du tout connaître le web design pour un graphiste actuel, c'est un petit peu comme monter un commerce de jambon de pays dans une banlieue islamisée. C'est possible, hein, mais économiquement parlant, ça va être difficile.
Qui, qui donc pourrait croire 2 secondes à un personnage qui cumule à un tel point tous les ingrédients du principe de la jeune fille tel que défini par Tikkun? Stupide, irresponsable, narcissique, naïve, incapable d'établir une relation entre ses actes et leurs conséquences, l'héroïne est bel et bien un condensé de tous les vices de notre temps. C'est une sorte d'Emma Bovary contemporaine, un personnage qu'on ne peut que se plaire à détester. Comble de caricature, ce personnage va réussir tout ce qu'elle va entreprendre, sans jamais cesser de se plaindre, sans jamais se montrer satisfaite de ce qu'elle a, et en continuant en permanence à accuser la société, le monde et le grand méchant patriarcat de tous ces maux. Elle est une mauvaise mère qui déteste son enfant, mais comme elle prétend l'aimer, c'est pas grave. Elle est une mauvaise fille qui déteste son père et se prive volontairement de son soutien, mais comme elle va quand même le voir une fois l'an, c'est pas grave. Elle est une mauvaise professionnelle, une mauvaise gestionnaire de son foyer, une mauvaise compagne, une mauvaise amante, une mauvaise personne tout court. Mais ça n'est jamais de sa faute, il y a toujours quelqu'un d'autre, un salaud de mec, à blâmer pour cela. Même le style, bâclé, désagréable, manquant de profondeur comme dans Vol, est à l'avenant. Qui pourrait croire à la lecture de cet ouvrage qu'il s'agisse d'autre chose que d'une critique par l'exemple et à peine voilée d'une certaine littérature vaine, creuse et inutile, à côté de laquelle Guillaume Musso pourrait passer pour Balzac. Bref, tout porte l'homme de raison à croire que Tenir jusqu'à l'aube n'est pas à prendre au premier degré, c'est une satire, une blague, une caricature cruelle, un portrait au vitriol de tous les maux de notre temps. Tout se passe comme si Carole Five avait écouté l'émission de Ralph consacrée aux mères célibataires et avait décidé de l'illustrer par l'exemple. Tout, absolument tout dans ce bouquin, illustre les principes que je développe dans Néo: irresponsabilité, stupidité, principe du hamster, principe de la jeune fille, féminisme concon, obtus, archétypal et manichéen, misandrie, il n'y a pas un seul personnage masculin positif, même le fils de 2 ans a déjà une graine d'oppresseur, sentiment que la société et le monde vous doivent quelque chose, j'en passe et des meilleurs. Il y a même une forme de méta-illustration de ces principes, puisque le lecteur attentif se rend compte que l'ouvrage titille son propre biais « Women are wonderful » et met en scène le gynocentrisme ambiant. En effet, comment ne pas être sensible au fait que si le personnage principal avait été un homme, un père célibataire, abandonnant son enfant dans la nuit pour aller se bourrer la gueule dans les bars et draguer des pétasses, il aurait universellement été considéré comme la plus abjecte des fripouilles. On peut même voir un niveau supplémentaire de gynocentrisme là-dedans. Je m'explique. Si Moss, Ralph ou moi présentions un personnage de ce type en prétendant qu'il représente quelque chose, qu'il est emblématique d'une certaine population actuelle, nous serions immédiatement traités de misogynes haineux, dont les propos rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Mais quand l'auteur se prénomme Carole, non seulement ça passe, mais on ne voit dans ses propos aucune misogynie. C'est pour toutes ces raisons que j'estime l'ouvrage remarquable. D'autant plus remarquable qu'il constitue, outre ses qualités documentaires certaines, un puissant détecteur de candoles et de connasses. Interrogez les personnes autour de vous, bien entendu le fait d'avoir apprécié, ou apprécié au premier degré. Le livre de Carole Five ne constitue pas forcément un verdict absolu en la matière. Mais il n'en demeure pas moins un indice fort qui ne doit pas être négligé. Reste, mes bien chers frères, qu'au-delà de tout ça, un doute me taraude, voire m'étreint. Un doute lancinant et oppressant, je ne sais pas si Carole Five a fait exprès. Plus exactement, après l'avoir entendu prétendre dans une interview qu'elle avait souhaité écrire un roman féministe, je crois même qu'elle n'avait pas du tout fait exprès. Bien sûr, cette interview elle-même pourrait être un trollage de génie, une suprême ironie, une manière de se moquer un peu plus de l'esprit du temps, mais j'en doute. Cela, bien entendu, n'ôte rien à la qualité du livre. Hein. De même que Télérama peut accidentellement aimer un bon livre, Carole Five peut tout à fait dire la vérité pour de mauvaises raisons. Si toutefois elle est bel et bien sincère dans ses propos, que dire sinon qu'elle a réussi au-delà de ses espérances? Elle a en effet livré un bouquin qui résume à lui seul tout ce qu'il y a de pervers, d'infantile, de crétin et de déraisonnable dans le féminisme contemporain. Dans le même temps, elle a transmis à une génération de militantes, qui j'en suis certain nous écoutent par milliers, la certitude qu'on peut très bien faire carrière sans une once d'autocritique, de culture ni de talent. Un véritable message d'espoir, donc. Merci, frère Martial. Mes frères, je crois qu'il est temps pour nous de proposer une sentence pour l'auteur et son ouvrage. Frère Martial, que proposez-vous? Alors, article de verdict, j'encouragerais bien entendu à ne pas acheter ce bouquin. Hein. Ne versez pas un centime à Carole Five ni à son éditeur, nous l'avons fait pour vous, c'est déjà trop. Vous pouvez lire, hein.
lisez-le si votre copine a eu la faiblesse de l'acheter, que vous avez déjà fini tous les fluides glaciales qui traînent dans vos chiottes. Mais soyez prévenus, c'est pénible, c'est long, c'est poussif. Pour ce qui est de l'auteur, si effectivement elle est sincère dans ses propos, c'est une personne qui souffre de constater que le réel est ce qu'il est, que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas tout avoir à la fois. Donc, moi, je ne serais pas favorable au bûcher, dans l'absolu. En revanche, le couvent me semble être une solution toute trouvée pour elle. Elle y aura une vie simple, retirée du monde, donc elle n'aura besoin de prendre aucune décision personnelle importante, et elle échappera à l'angoisse du lendemain. Elle n'aura ni à y élever d'enfants, ni à y fréquenter d'hommes, et pourra jouir d'une existence douce, retirée, parce que de toute façon, le monde, visiblement, c'est trop dur pour elle. Frère Ralph. Eh bien, Carole Five ne se contente pas d'être vide et stupide. Elle a fait profession de foi de communiquer son vide et sa stupidité, et pas seulement à des femmes qui lui ressemblent, mais également à des enfants, car figurez-vous que Carole Five écrit des livres pour enfants. Elle est donc dangereuse pour la société. Alors concernant son livre, je propose évidemment qu'on le brûle, mais pas seulement le livre, je propose qu'on brûle également tous les disques durs et les data centers qui pourraient garder trace de cet affreux écrit. Et en ce qui concerne l'auteur, puisqu'elle a l'air fascinée par la précarité et la solitude, je propose également de l'isoler du monde et qu'elle s'occupe des lépreux et qu'elle nettoie des plaies purulentes 20 heures par jour, de manière à ce qu'elle soit suffisamment épuisée pour ne plus jamais écrire de toute son existence. Frère Ralph, je vous trouve bien sévère. Pour ma part, je suis clément, je me trouve clément. Attendu que Carole Five a perdu le sens des réalités au point de confondre sa vie de privilégiée avec celle moins enviable que peuvent avoir d'autres femmes de par le monde, attendu que Carole Five incite à la débauche et pire, à la maltraitance des enfants, je pense qu'il est indispensable de protéger notre population de l'accès à son ouvrage, et aussi de lui faire racheter ses fautes par un long séjour au sein des sœurs hospitalières de la Miséricorde, où elle pourra reprendre contact avec les problèmes de santé et la misère bien réelle du monde, ainsi que perfectionner son instinct maternel. Variante possible, si les sœurs de la Miséricorde ne veulent pas l'accueillir, on peut également l'installer dans un HLM à Sevran, où elle fera ses courses à Lidl. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Elle sortira moins le soir. Je pense qu'elle fuguera moins le soir. Elle restera bien tranquillement chez elle. Eh bien, peut-être que c'est là la meilleure solution que nous puissions trouver. Qu'en pensez-vous, frère Martial ? Le problème du HLM à Sevran, c'est qu'elle aura quand même Internet. Et elle aura quand même des avantages sociaux. Ouais. Et ça, c'est inadmissible, parce qu'il y a des vrais pauvres. Non, donc je pense que Sinon, un couvent en Inde, peut-être ? Ah. Oui, voilà, les Sœurs de la Miséricorde en Inde, au Bangladesh, un truc comme ça, ça peut être sympa, ouais. Le Bangladesh, bah, je valide. Ouais. Bon, très bien. Donc, les Sœurs de la Miséricorde pour le Bangladesh. Nous pouvons tamponner ça, et c'est parti. Amen. Je vous remercie beaucoup, mes frères, pour votre avis éclairé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir.